Bonjour Adeline Dieudonné. Je suis absolument ravie de vous recevoir dans l'Art déconfiné, qui est une toute petite rubrique qu'on fait sur YouTube dans notre société Babou Musique. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Je suis Mais très très ravie bien. d'être avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous nous parliez de la Belgique en privé tout à l'heure. Donc, il fait beau en Belgique et il pleut dans le sud-ouest de la France. Et ça, c'est quand même complètement incroyable. Le monde tourne à l'envers. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, nous expliquer un petit peu quelle place vous occupez dans le monde de l'écriture et de la littérature? Qui êtes-vous, Adeline Dieudonné? C'est une grande question existentielle, ça. Hem, bah, les gens qui me connaissent surtout, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle La vraie vie, qui a été publié il y a 1 an et demi aux éditions de l'Iconoclaste et qui a eu un succès, auquel personne ne s'attendait et certainement pas moi. Donc je suis avant tout, écrivain. Je fais également des petites chroniques, sur la première, qui est la radio de la RTBF ici, en Belgique. Et je suis également comédienne, donc j'ai un spectacle qui s'appelle Bonobo Moussaka et dans lequel je joue. Eh bien, une femme complète. Alors, on va s'arrêter quelques instants justement sur votre roman La vraie vie, très reconnu donc par la critique dans le monde de l'écriture. Alors, honnêtement, j'ai cherché une critique négative. Je n'en ai, je n'en ai pas trouvé. Et je Ah me si, il suis y en a même... une! Il y en a Ah une. oui? Alors quelle était cette critique? Parce que là, pour le coup, elle était bien cachée en tout cas. J'en ai eu qu'une seule, c'était Le Masque et la Plume. Mais ils m'ont pas Tiens donc. ratée. Hein? Ah mince. Bon, en général, bon, À part eux, tout le monde a été gentil. Ouais. bon, en même temps, ça équilibre un peu parce que moi, je me suis découragée quand j'ai entendu Amélie Nothomb dire, je cite, c'est un tour de magie que vous avez fait là. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand Amélie Nothomb, qui est quand même un écrivain archi reconnu et qui plus est de votre nation, parce elle est belge, hein, si je ne m'abuse, Tout à fait. Amélie Nothomb. Donc, qu'est-ce qu'on ressent justement quand on a un succès comme ça après son premier roman? Quel est le sentiment qu'on a? Bah, ce soir-là, c'était donc Amélie Nothomb, je l'avais rencontrée à la grande librairie chez François Bunel et c'est vrai que c'était particulièrement émouvant parce que mon livre venait de sortir, c'était ma première émission télé, donc j'étais vraiment très très intimidée et le fait d'être accueillie, je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme un accueil, comme une grande sœur qui dirait ben, bienvenue et avec voilà, de recevoir autant de bienveillance, c'était agréable parce que je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais manger. Bah là, c'était une sauce au bon goût, alors, apparemment. Ouais, elle a été extraordinaire, vraiment. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'art en général. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait, c'est comment un auteur, comment vous avez vécu ce confinement, en fait, ce silence forcé qu'on vient de passer là, tous. Mais c'est très étrange parce que au départ, quand ils nous ont annoncé, au départ, je crois que c'était 3 semaines de confinement. D'une certaine façon, je me suis dit, parce que ça a annulé, j'avais une tournée internationale qui était prévue, je devais aller aux États-Unis, en Pologne, en Autriche, enfin j'avais pas mal de pays à visiter pour les sorties étrangères de la vraie vie. Et donc, je me suis dit quelque part, ah chouette, je vais pouvoir rester chez moi, me concentrer, pouvoir travailler sur mon deuxième roman. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour tous les auteurs, mais c'est un peu un fantasme hein, de pouvoir rester chez soi, d'avoir des longues journées comme ça où on n'est pas obligé de sortir et de pouvoir créer autant qu'on veut. Euh, je suis un peu déçue a posteriori parce que j'ai pas travaillé comme je l'espérais, mais pour plusieurs raisons. C'est que je suis quand même restée aussi un peu hébétée et scotchée à l'actualité. J'ai passé des journées comme ça où j'allais de journaux en journaux à lire tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il y avait tellement de choses, tellement d'opinions.
essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Donc, ça m'a pas mal occupée et ça m'a pas mal coupée, en fait, de la création. Donc, c'est quelque part un peu dommage et en même temps, je crois que c'était naturel. On avait tous besoin d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et surtout, je crois que pour créer, il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour l'instant, ce monde est en pleine mutation. Euh, il y a quand même toujours ce dénominateur commun quand on raconte des histoires qui est la réalité telle que tout le monde la connaît. Et cette réalité, pour l'instant, elle est perçue de façon... elle est insaisissable. Et donc, je trouve ça très difficile d'écrire à partir de là. Et puis, j'avais les enfants à la oui, maison. forcément, ça occupe. Ça m'occupe bien, même si je suis pas une maman pâte à sel, donc je vais pas faire 36 bricolages et je suis pas non plus très exemplaire sur le suivi scolaire, donc j'avoue qu'elles ont fait beaucoup moins que ce qu'elles auraient pu ou ce qu'elles auraient dû. Mais malgré tout, oui, ça demande une disponibilité et c'est très difficile de s'enfermer 3 heures dans son bureau en disant maintenant je veux rien entendre et vous me laissez me concentrer. Donc il y a eu ça, mais il se passe quand même quelque chose d'intéressant. Je trouve dans ces longues journées de silence où il y a quand même une espèce de sobriété qui s'installe. Il y a beaucoup moins de contacts sociaux, beaucoup moins de sollicitations et donc, je crois que ça va donner quelque chose de positif, mais ça va demander encore un petit peu de temps. Je partage assez cette impression-là. Et justement, est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que personne juste, est-ce que vous avez la sensation d'avoir changé pendant ces 55 jours de confinement? Oui, c'est une bonne question. Je crois que je suis un peu nulle à ça, parce que j'ai une capacité d'auto-analyse qui est très, très, très limitée. Donc, probablement que oui, mais que je vais mettre quelques mois à m'en rendre compte. La seule chose là que je suis en train de réaliser et qui est intéressante, c'est que je crois que je vais rester un peu confinée. Même quand le confinement sera levé, il y a quelque chose dans cette sobriété qui me convient assez bien. À la fois dans la sobriété de consommation, parce que c'est vrai que j'ai jamais aussi peu dépensé d'argent et c'est très agréable et de se débrouiller un peu avec ce qu'il y a à la maison, de se dire tiens, tout est une ressource et je peux l'utiliser plutôt que de tout le temps vouloir aller acheter des trucs à l'extérieur. Cette sobriété-là me fait du bien. Et la sobriété sociale aussi. Et ça va être difficile, je ne sais pas très bien comment je vais arriver à le faire accepter à mon entourage, ou en tout cas à l'admettre, parce que c'est plutôt bien vu d'être quelqu'un de sociable. Et c'est mal vu de dire, en fait, la solitude, j'aime bien ça et ça me convient pas mal. Mais je pense que les gens qui me connaissent bien, mes vrais amis, ma famille, ils vont comprendre. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec la création. Pour créer, en tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir mon univers à moi, d'être dans une espèce de monologue intérieur ou quelque chose qui ressemble un peu à la méditation, j'en sais rien, mais qui en tout cas demande d'être peu en contact avec l'extérieur. Donc ça, peut-être que je vais enfin admettre au bout de 37 ans que je suis un petit être plutôt solitaire et peut-être je vais être capable de l'assumer. Oui, Oui, je pense qu'effectivement, les choses vont changer de ce côté-là. Les gens on va avoir le droit, en tout cas, de se mettre un peu plus en retrait sans passer pour des personnes asociales. Donc, finalement, nous, les artistes, je pense que ça nous correspond un peu plus. Est-ce que vous avez eu par exemple, si je vous dis le bon plan de votre confinement, c'était quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert là pendant toutes ces semaines où vous vous êtes dit, tiens, là, je me découvre un truc, que ce soit pour les enfants, pour soi-même. On parlait de faire les fonds de placards, de tiroirs. Je crois qu'on on a tous été rendus à ça. De se dire, bah, tiens, voilà, j'ai tout ça, là, je vais me servir de ça pour créer des choses, pour fabriquer des trucs. Est-ce que vous avez vraiment eu le bon plan du confinement d'Adeline? Oui, mais c'était très prévisible et je suis super privilégiée par rapport à ça. C'est le jardinage.
J'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir 70 ans en disant ça. Non, c'est bien. Mais, mais j'avais déjà commencé avant le confinement. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'ai une maison avec un jardin, ce qui était mon rêve depuis pas mal d'années. J'ai toujours eu un petit balcon ou au moins un appui de fenêtre sur lequel je faisais pousser des trucs. Donc je savais très bien que le jardin, ça allait être une espèce de nouveau monde. Mais donc pour l'instant, je suis complètement obsédée par ça. C'est-à-dire que je regarde les choses pousser, mais plusieurs fois par jour, je reviens. Je vois, et je suis sûre que je vois des différences. Je me dis, ah oui, tiens, là, il y a une nouvelle feuille. Et alors, je fais pousser tout ce qui passe. C'est-à-dire que si je mange une orange, je vais prendre les pépins, je vais Ah oui, les faire cramer. d'accord, donc on est dans le recyclage. Ah oui, on est complètement dans l'économie Complètement. circulaire. Ouais, ouais, ouais. Et ma fille est jalouse maintenant. Elle appelle mes plantes mes enfants. Et donc, elle me fait des crises de jalousie. Elle dit que je fais plus attention aux plantes qu'à elle. D'accord, bah oui, non, mais la pauvre, c'est vrai que bon, une maman qui regarde pousser les fleurs toute la journée, ça doit la déstabiliser forcément. Et vous parliez justement de rester un petit peu à l'écart, vous, et donc vous êtes maman. Est-ce que vous avez décidé de remettre vos enfants dans le système scolaire ou pas? Est-ce que vous allez les garder justement un petit peu comme ça, à huis clos, en tout cas à l'abri à la maison ou pas? Alors, j'ai pas mal réfléchi. J'en ai parlé avec leur papa au pluriel, parce qu'elles en ont chacun une, chacune un. Ouais, c'est Euh, ça. Chez nous, c'est différent de chez vous, c'est-à-dire que vous, les enfants rentrent à l'école aujourd'hui, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Nous, il y a une première rentrée qui est prévue la semaine prochaine, mais uniquement pour les dernières années de primaire. Mais c'est le cas de ma grande fille. Donc, j'ai décidé de la remettre, enfin, on a décidé de la remettre. Elle n'aura que 7 jours d'école jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce sera plutôt 1 à 2 jours par semaine selon les semaines. Et c'est, je pense, une façon aussi de structurer le travail à la maison. C'est-à-dire ils auront forcément du travail en classe, mais je trouve ça pas mal aussi pour avoir un suivi et pour que ce soit plus cadré. Parce que moi, je suis un peu perdue avec. Voilà, je suis pas prof, quoi. Et C'est oui, un bah vrai oui, travail, forcément. de vraies C'est vrai, compétences. je confirme. C'est un vrai travail. Mais j'ai Ouais. pas peur. Je, voilà, j'ai pas peur qu'elles attrapent le virus. J'ai pas peur de l'attraper moi-même parce que je me rends bien compte qu'on n'est pas dans le groupe à risque et qu'à terme, ben, il vaudrait même mieux qu'on l'attrape. Mais nous, on va rester confinés, c'est-à-dire que moi, je les remets à l'école, mais dans l'optique de ne pas, je vais pas voir ma grand-mère, je vais pas avoir les personnes qui sont plus à risque autour de moi, en Mhm. me disant, ben, si on est contaminé, ben, on va faire notre immunité dans notre coin Bien sûr. et éviter. Mais donc, ça demande de respecter les gestes barrières, mais je crois qu'il vaut mieux, oui, que ça se passe comme ça, plutôt que de. De toute façon, on ne va pas pouvoir rester confiné pendant des siècles. Hein, donc, Non. mais bon, voilà, tout en écoutant bien ce que disent les profs aussi, parce que moi, je pense à eux surtout. Je pense à tout le personnel qui encadre les enfants. Eux, ils vont prendre des risques, vraiment. Donc, si eux s'étaient insurgés en disant nous, on n'a pas envie d'être en première ligne, qu'il y avait eu un mouvement comme ça, ben, j'aurais suivi en disant ok, je boycotte entre guillemets la rentrée pour protéger Mais j'ai pas peur ni pour moi ni pour mes enfants. Bon, mais ça, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur. Si on revient un petit peu justement à l'art, à la musique. Alors, j'allais vous parler de musique et puis je suis tombée sur une information complètement incroyable. C'est que j'ai découvert, j'ai découvert la musique que vous écoutez pendant que vous écrivez. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui. Oui, moi j'écris sur du gros métal. Il me faut du gros son pour écrire. J'ai découvert ça en fait en commençant à écrire. J'avais un ami qui est écrivain et qui m'avait conseillé de mettre, en tout cas pour me mettre au travail, pour me lancer, de mettre une musique qui me donne la pêche. Et donc j'ai commencé comme ça avec, bah, oui, forcément plutôt du hard rock. Et la magie de Spotify a fait que il m'a proposé des musiques et il fallait que j'étende ma liste de lecture. Et au fur et à mesure, ça a glissé vers le métal, qui est une musique que je ne connaissais pas du tout. J'avais même plutôt des a priori négatifs. Et j'adore parce que ça me connecte à. Je trouve que ça fait péter toutes les barrières sociales. C'est-à-dire que le métal, il y a quelque chose de tellement sauvage, de tellement
primitif dans cette façon, dans cette musique, que moi, ça m'enlève toutes mes barrières sociales et ça libère complètement l'écriture. Donc ouais, j'ai besoin de ça et je crois que je m'explose un peu les tympans parce que je l'écoute fort en plus. Et c'est rigolo parce que je l'écoute que quand j'écris. Puis J'écoute voilà, le jazz. c'était ma question. Alors du coup, c'est Ouais. vraiment que dans l'écriture ou est-ce que vous écoutez ça aussi en dehors de l'écriture ou pas du tout pour le coup? Non, pas du tout. En dehors de l'écriture, j'ai des goûts vraiment très, très, à la fois classiques et hétéroclites. C'est-à-dire, je crois, un peu comme tout le monde, j'écoute du rock, de la chanson française, un peu de rap, un peu de enfin, vraiment, c'est un peu de pop, heu, du jazz beaucoup, c'est très, 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 très hétéroclite, Est-ce que vous avez donc un album comme ça de genre un album de chevet, que vous écoutez, qui revient souvent en fait dans les périodes de votre vie, différentes ou pas? j'en ai plusieurs, bah, à brûle-pourpoint comme ça, j'aurais tendance à dire, Bleu Pétrole de Bashung. Ouais, Supertramp, il y a ce double album, j'ai oublié comment il s'appelle, mais le blanc et le noir avec la bouche d'égout. Il y a un album de Dido que j'écoute aussi de façon assez. Ouais, celui qu'on a tous écouté à un moment parce que je pense on a à peu près le même âge, donc je vois très bien. Celui qu'on a tous écouté encore avec un Walkman dans les oreilles. Moi, je l'ai écouté tard. Je crois que je l'ai découvert plus tard cet album. Je crois que je l'ai beaucoup écouté à partir de 2008. Donc, je pense que on n'avait on avait déjà plus On de était à Walkman. l'AirPod. On était à l'iPod en 2008, je crois. Ouais, moi, je crois Les premiers iPods hyper épais, ouais, exactement. Exactement. Ouais, ouais. les premiers MP3 en fait, parce que c'est ça, hein, on est passé facilement au MP3. Donc la musique, elle est présente. Et alors, le théâtre aussi, donc si on parle d'art, le théâtre est hyper présent dans votre vie. En fait, vous avez fait beaucoup d'improvisation, notamment. L'écriture, être seul chez soi, écrire, bon, avec du hard rock, on a bien compris, à fond dans les oreilles, mais aussi être une scène, en fait, sur une scène, pardon. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez tout? Est-ce que le fait d'être sur une scène vous apporte une adrénaline qui vous manque dans l'écriture? Ou, je sais pas, expliquez-moi un petit peu cette différence entre le théâtre et l'écriture. Mais pour moi, c'est très, très lié. C'est-à-dire que j'ai commencé l'impro quand j'avais 15 ans et c'est vraiment ça qui m'a amenée aux études. Et je pense en plus que ça ne me correspondait pas très bien. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très cérébral et de plutôt introverti ou en tout cas un peu timide. Et donc, j'étais a priori pas faite et j'étais pas extrêmement talentueuse du tout. Mais je sentais que ça me faisait du bien, que ça allait travailler à un endroit où peut-être j'avais besoin de travailler. C'est ça qui m'a amenée à faire des études de théâtre parce que je me suis rendu compte que j'aimais quand même bien ça. Il y a un endroit où peut-être j'avais un petit peu de talent. C'était vraiment sur le jeu ultra naturaliste devant une caméra. Voilà, un petit jeu très très précis. Et donc j'ai commencé à faire des études de théâtre, mais je crois que ça ne me convenait pas. Je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Et, et donc, j'ai beaucoup essayé de percer et ça n'a pas marché du tout. Donc, finalement, j'avais changé de voie. J'ai fait 36 métiers différents, mais finalement, plus rien d'artistique. Mais j'étais hyper frustrée. Et l'écriture est arrivée parce que j'avais recommencé, mais là, vraiment pour le plaisir, de l'improvisation théâtrale, mais de l'improvisation longue forme. C'est-à-dire que l'impro, souvent, ce que les gens en connaissent, c'est les matchs d'impro. Donc, c'est la tchatch, c'est créer des petites histoires courtes, et c'est même plutôt l'art de la punchline et de l'ajout verbal. L'impro longue forme, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on crée une histoire d'1 heure et demie ou d'1 heure et quart dans l'instant, en groupe. Et donc, ça demande tout à fait une autre configuration, mais ça demande d'être scénariste pendant qu'on interprète le personnage. Et ça, c'est super compliqué, mais c'est un très, très bon exercice. Et en faisant ça, je me suis dit, tiens, mais si j'arrive à écrire dans l'instant une histoire cohérente en l'improvisant, est-ce que je pourrais pas
essayer de l'écrire, et si je prends un petit peu le temps, en utilisant les mêmes mécanismes et en prenant un peu plus mon temps, ben, peut-être que je serais capable d'écrire des bonnes choses. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à écrire. Et parce que d'un autre côté, j'avais vraiment des choses à raconter, j'en pouvais plus. J'avais 2 enfants, je comprenais plus le monde dans lequel je les avais mises. J'étais terrorisée. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de rassembler ces 2 choses-là et peut-être que j'ai quelque chose à raconter. Et là, ça a marché. Parce que je pense que j'avais quelque chose à dire, j'avais une vraie émotion à sortir. Et donc, quand je suis sur scène, c'est en fait, c'est très lié parce qu'il y a vraiment l'auteur qui a la chance de voir le public qui découvre son texte. Donc, c'est plus dans cette posture, enfin, dans cette posture, j'aime pas le mot posture, mais c'est plus dans cette position-là que je suis sur scène. Et c'est super agréable parce que la frustration en tant que romancière, c'est que, évidemment, moi, je vois pas les gens quand ils lisent mon livre et j'ai pas leur Évidemment. réaction. Et là, c'est vrai qu'être sur scène et voir les gens rire, s'émouvoir, s'indigner, et pouvoir leur parler juste après le spectacle aussi et recueillir leurs impressions, c'est très, très gratifiant. Donc, on me pose souvent la question, si je devais choisir entre les deux, ben, ce serait impossible. Je crois Ah que je ne oui, pourrais pas être comédienne sans écrire, parce que je crois que je suis une bonne comédienne pour mes textes à moi, mais je ne suis pas suffisamment bonne comédienne pour interpréter d'autres auteurs, je crois. Mais les deux, la conjugaison des deux, c'est vraiment très, très chouette. et si on vous proposait de jouer la pièce d'un autre auteur, votre première réponse, ce serait non? Il faudrait que j'ai super confiance en la personne qui me le propose, qu'elle me le propose. Il faudrait que je puisse avoir l'assurance qu'elle me le propose en étant certaine que j'en serai capable, qu'elle sait que j'en suis capable et que donc elle me le propose pour de bonnes raisons. Et là, oui, peut-être que je pourrais faire confiance et dire ok, je te suis et on y va. Et puis, il faudrait que j'aime évidemment le texte et que oui, mais je crois que j'aurais envie, bien sûr, mais parce que bon, j'ai eu pas mal de propositions là depuis 1 an et demi et j'ai l'impression qu'on me propose des choses pas pour les bonnes raisons. Pas parce que je suis la comédienne qui conviendrait pour le rôle, mais plus parce que j'ai un visage un peu connu, parce que mon nom sur un dossier commence à avoir du poids et peut aider les financements ou ce genre de trucs. Et ça, évidemment, c'est pas du tout des bonnes raisons pour me faire jouer quelque chose. Non, c'est vrai, c'est sûr. Justement, si on revient un peu, parce que en fait, tout ça, c'est plutôt lié, l'écriture, bon, le théâtre, tout ça. Si on revient à parler un tout petit peu de votre roman, l'idée première de votre roman, c'est remonter le temps. On est bien d'accord avec ça? Si vous pouviez le remonter le temps, où est-ce que vous iriez? Avec qui? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Forcément. Oui, 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 oui. Oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Je pense ce serait horrible de devoir choisir, parce qu'il y a plein de gens que je voudrais rencontrer. Mais je crois qu'il y a une chose que j'aurais vraiment eu envie de vivre, c'est Woodstock. Ah oui, C'est bah oui. Woodstock, c'est cette époque-là, enfin, et même avant Woodstock, c'était quoi c'est le Summer of Love à San Francisco, ce qui a vraiment été le coup d'envoi du mouvement hippie. Mais tout ce mouvement, j'aurais vraiment voulu être là, voir ce que c'était, vivre à cette époque-là. Je pense que ça devait être quelque chose. Ils ont dû avoir un espoir, ouais, une idée de l'avenir qui devait être féerique. Et puis à Woodstock, j'aurais vraiment voulu voir le concert de Janis Joplin. Ah bah Alors, oui, Janis forcément. Joplin sur scène, assise dans l'herbe avec un gros pétard, je pense que ça devait être, ouais, ça devait être une expérience assez unique. Ouais. D'accord. On est quand même loin du heavy metal. Vous en êtes quand même consciente là, pour le coup. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais le Non, heavy metal, j'ai encore l'occasion, je pourrais encore aller voir Rammstein en concert là maintenant ou à Mona oui, Mark, voilà. des groupes que j'adore, c'est encore tout à fait faisable. Mais aller voir des artistes que je regrette de ne pas avoir vus sur scène, Janis Joplin, ça, et je pense qu'il n'y a pas eu 150 000 occasions en plus. Donc, Non, c'est sûr. Puis après, c'est vrai que quand on est maman et qu'on vit dans le monde à l'heure actuelle qui effectivement est compliqué,
c'est vrai qu'on aurait envie de revenir à des périodes comme ça qui sont beaucoup plus libres d'esprit, de l'inquiétude du futur peut-être était, en fait, n'existait pas. On a l'impression qu'elle n'existait pas comme nous, malheureusement, nous anticipons tout ce qui va se passer dans tous les domaines en permanence. Donc, je partagerai votre choix. Donc, si je peux partir à Woodstock avec vous, si jamais on arrive à trouver cette machine à remonter le temps, je prends une petite place à l'arrière. Ah, je vous en garde une. Ah, Avec ça, c'est plaisir. cool, vraiment. Est-ce que justement, vous avez l'impression que dans le monde où on vit et avec ce que le monde vit actuellement, est-ce que tout ça, ça a fait ressortir votre côté altruiste ou pas du tout? Oui, Ah, oui, non. si, enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué, mais oui, moi je suis persuadée, c'est mon côté bisounours peut-être, mais je pense qu'en plus c'est pas si irrationnel, c'est pas si naïf que ça de penser que c'est dans la collaboration, c'est dans l'entraide, c'est dans la solidarité qu'on s'en sortira. Et puis peut-être parce que j'ai pas envie de survivre à n'importe quel prix non plus. Enfin, j'imagine des situations extrêmes, mais forcément, je pense qu'on y pense tous. Quelle attitude adopter face à un monde qui pourrait devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus dangereux? Ben, on peut adopter l'attitude survivaliste de se dire je vais construire mon bunker et je vais m'acheter des armes parce que c'est ça qu'il faudra. J'ai aucune envie de survivre comme ça. Enfin, si c'est ça la survie, alors bah oui, je préfère être dans les premières à me faire décimer. Mais donc l'altruisme, oui. En tout cas, ici, je trouve je vois des belles choses qui se mettent en place. Un des premiers réflexes dans mon quartier, et c'est pas moi qui en ai pris l'initiative, c'est des voisins, ça a été de créer un groupe WhatsApp d'entraide de voisinage. Et moi, je trouve ça fabuleux et je suis convaincue que l'humain est fait comme ça, que quand il y a une menace, quand il y a un danger, on a tendance plutôt à aller vers l'entraide. Enfin, d'ailleurs, j'ai rien inventé, hein, ça a été observé, ça a été démontré, notamment l'ouragan Katrina Bien sûr. l'a montré, même si on a voulu. Enfin, les médias avaient laissé passer une information contraire dans un premier temps. En fait, non, les gens sont plutôt à vouloir s'entraider. Et ici, je trouve ça génial de dire bon, s'il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui ne peuvent pas aller faire leurs courses, ben, on peut s'en charger. C'est rassurant aussi, parce que forcément, on se projette tous, je crois, de se dire un jour, la personne vulnérable, ce sera moi, forcément. Si je vis assez vieille pour le devenir, je serais contente aussi d'avoir des gens qui me filent un coup de main à ce moment-là. Donc non, ouais, je pense que je suis déjà bisounours à la base, mais là, ça a plutôt tendance à renforcer ce côté-là. Ouais. D'accord. Donc, altruiste et puis femme qui regarde pousser les fleurs. On va avoir un beau portrait à la fin de cette entrevue. Alors, C'est un faux altruisme, hein, je pense. C'est aussi en se disant, enfin, c'est un altruisme en se disant, un jour ce sera moi, donc quelque part, oui, c'est ça. voilà, c'est Ouais. pas si noble que ça. Oh, finalement, si, c'est un peu penser à soi, mais quand même, là, tout de suite, il y a encore un peu de marge. Donc, avant de penser à vous, vous pensez aux autres. C'est très bien. Justement, en tant que femme ayant une forte capacité à définir les contours d'un monde imaginaire, quelle est votre vision de la réalité écologique à l'heure actuelle, après tout ça, justement? Bah, on est nombreux à se poser la question votre question, c'est plutôt comment est-ce que j'espère que les choses vont se passer dans Bah, l'après, si je pouvais ouais, rêver. ouais, enfin, si, non, en essayant d'être un petit peu les pieds sur terre, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer d'un côté écologique? Parce que ce confinement, par exemple, a eu des effets, on le sait, extrêmement positifs sur la planète, voilà, sur les océans, sur la couche d'ozone qui s'est reformée par endroits, justement, grâce au fait que le monde s'est mis sur pause pendant quelques semaines. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est votre idée écologique du jour? J'ai aucune confiance dans les décideurs politiques. Aucune. J'ai plus
qu'une. Ouais, j'y crois plus. Enfin, j'y crois plus pour autant. Oui, je crois que j'y ai cru un moment qu'on allait être, ouais, qu'on allait avoir des gens qui allaient peut-être pouvoir nous emmener au bon endroit. J'y crois plus du tout. Et quand on écoute les discours aujourd'hui, les premières choses qui ressortent, c'est on va couper dans je pense que la crise économique qui va nous tomber dessus là maintenant va avoir un effet où les mesures écologiques vont être les premières à être retirées pour permettre aux industries, aux entreprises de, de, de relancer leur économie. Donc, parce que ce sont des contraintes et qu'on va vouloir retirer parce que c'est vu comme des contraintes. Donc voilà, je n'ai pas confiance, j'y crois pas trop, alors qu'il faut. Enfin là, aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de radical. C'est pas des petites mesures à droite, à gauche dont on a besoin. C'est vraiment quelque chose de super radical. Parce que si on parle juste du réchauffement climatique, qui n'est qu'un des enjeux environnementaux auxquels on est confronté, on y est déjà. Enfin, c'est pas un truc qui va se passer dans le futur. Ça a déjà commencé, on est dedans. Et donc, il faudrait aujourd'hui, vraiment de façon très, très radicale, changer les choses. Après, je me demande si du côté citoyen, justement, puisque au niveau politique, visiblement, il n'y a rien qui se passe, j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience citoyenne. Alors, la conscience du danger, je pense qu'on l'avait tous, et la menace et les menaces auxquelles on est confronté, à part 2-3 climato-sceptiques qui sont vraiment, enfin, qui se ridiculisent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on en est tous conscients. Mais là, maintenant, on est conscient aussi qu'on est capable de changer très rapidement, que nos modes de vie, on est capable de les faire évoluer, qu'on est capable de se priver de liberté pour protéger à la fois les plus vulnérables et pour se protéger soi-même. Enfin, je veux dire, on a quand même eu une espèce de crash test comme ça en petit, parce que ça reste minuscule par rapport aux menaces qui arrivent. Donc, est-ce que ça ne va pas donner quelque chose ? Ça, j'ai encore envie d'y croire, parce que j'entends tellement de discours, tellement de gens qui disent « ça n'est plus possible, il faut que ça change ». Je me demande s'il n'y a pas une révolution qui va se produire là dans les mois qui viennent et que ça va se radicaliser. Peut-être que ça va être violent aussi à un certain endroit, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est. Enfin, j'aime pas ça, je suis profondément pacifiste, mais je me demande si à un moment il va pas falloir passer par là aussi. Je ne sais pas. Mais là, je crois qu'il y a une colère. Il y a une colère générale, c'est-à-dire que c'est transversal aussi, c'est-à-dire que c'est la menace, c'est les menaces environnementales, mais c'est les mouvements sociaux aussi. Enfin, on l'a vu avec les Gilets jaunes ces derniers mois, ces dernières années. Il y a un ras-le-bol. On sent bien que là, la cocotte minute, elle bout très très fort. Donc, est-ce qu'elle va exploser ? En tout cas, oui, je le souhaite. Je le souhaite vraiment, parce que sans ça, on va laisser gagner des gens qui seront de toute façon perdants au bout du compte. C'est ça que je trouve absurde. C'est les gens qui ont le pouvoir économique, le pouvoir politique, ne prennent pas conscience de ces choses-là. Ils vont pas vivre avec un scaphandre. Enfin, je veux dire, ils sont habitants de cette planète comme nous. Donc je comprends pas. Ils ont des enfants. Je comprends pas. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être dû aussi à la tranche d'âge, à la moyenne d'âge aussi des dirigeants quelque part ? Est-ce que vous pensez que s'il y avait une nouvelle… Non, mais c'est vrai, parce que forcément quelqu'un qui est un peu plus âgé va peut-être penser différemment et n'aura peut-être pas ce côté altruiste dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que si justement il y avait une espèce de nouvelle génération de décideurs qui sont conscients de ce qu'est la planète, est-ce que vous pensez que ça pourrait être différent ? Oui, je crois, c'était toute la réflexion autour des boomers, avec cette expression, la hockey boomer, que j'aime pas en fait, qui me dérange, mais je comprends très très bien la logique qui est de dire, oui, ceux qui dirigent aujourd'hui dans leur majorité, enfin
quoique Macron, c'est pas son cas, hein, il est plus jeune. Mais C'est vrai. ce sont des gens qui ont grandi, qui ont vécu dans un monde d'ultra-consommation, sans limite, et donc ils ont été conditionnés aussi par ça. Et donc peut-être que pour eux, c'est compliqué, alors que notre génération à nous, ben, moi je me rappelle, dès l'école primaire, on parlait de trous dans la couche d'ozone, on commençait à parler en tout cas des limites de la planète. Peut-être que nous, on en a plus conscience que certains des générations, parce que je connais plein d'écolos super radicaux qui ont 80, 90 ans. Donc, Bien sûr. je ne sais pas, il y a peut-être aussi un conditionnement de ce discours néolibéral, ce discours autour de l'économie, de la croissance, et quelque chose de très... où il faut conquérir aussi. Enfin, c'est tout un modèle de pensée qui doit être complètement revu. Donc, est-ce que notre génération en est plus capable? C'est possible. En tout cas, ouais, on a été beaucoup plus conscientisés, beaucoup plus jeunes. Et puis aussi, nous, on a des enfants, enfin des petits, donc je crois qu'il y a aussi une urgence. Nous, on sait que c'est eux, ils vont vivre. Peut-être que, je sais pas, peut-être que ouais, des gens plus âgés, ils se disent, ouais, ça me concerne plus, ça concerne même peut-être plus trop mes enfants et mes petits-enfants, ben, ça commence à être loin. Je sais pas si des dirigeants plus jeunes, parce que je viens être... il y a aussi des gens ici dans le paysage politique belge qui sont jeunes et qui sont cons, hein, et qui sont ultra dans une logique néolibérale qui ne voit absolument pas enfin, la question écologique n'est pas une question pour eux, c'est pas un enjeu, c'est une espèce de petit truc périphérique pour ceux qui veulent protéger les petits oiseaux. Enfin, vraiment, ça Bien sûr. voilà. Je sais pas si les plus jeunes sont plus capables. Bon, on va l'espérer en tout cas, hein. On va espérer Oui, que là, voilà, le tournant va être pris en tout cas, peut-être. oui, puis je vois des changements de mentalité aussi chez des gens plus âgés qui, il y a quelques années, vraiment, ça leur passait des kilomètres au-dessus de la tête, et qui maintenant, et grâce ou à cause de la crise du Covid, je sens aussi qu'il y a une espèce ah oui, on s'est peut-être planté. Il y a peut-être, enfin, il y a peut-être une remise en question aussi à cet endroit-là. Donc, oui, il faut espérer, vraiment. Mais moi, je continue à être désespérément optimiste. Bon, on va rester sur cette note positive alors. Eh bien, pour finir, Adeline Dieudonné, quels conseils pourriez-vous donner aux amoureux des mots qui voudraient et qui oseraient se lancer un jour? Qui aurait envie d'écrire? Mmh. C'est super dur. C'est super dur parce que moi, je suis une débutante. Alors, si, j'ai un conseil, il faut absolument lire Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, qui est bourré de bons conseils. Et voilà, et ça vient d'un monsieur beaucoup plus expérimenté que moi, et vraiment, ce livre est formidable. Je l'ai déjà lu 3 fois. Et il y a plein de bons bouquins aussi. Je pense que c'est pas mal de lire des bouquins sur la construction du scénario. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler de ça en disant non, c'est quelque chose qui doit surgir, que ça ne se théorise pas. Moi, je pense que si. Je pense qu'un récit, ça se construit, et qu'il ne faut pas suivre ses règles à la lettre. Il ne faut surtout pas écrire en ayant le nez dans un bouquin de scénario. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça fait un truc un peu désincarné. Mais de les lire, de les laisser sédimenter et puis d'écrire, je pense que ça, c'est pas mal. Donc, il y a une littérature... là, j'en ai déjà quelques-uns. J'ai celui-ci qui est génial. Yves D'accord, Lavandier, construire un récit. OK. un Français qui est top. On est dans mon bureau, hein, donc ils sont tous là à portée de main. Ah ben voilà, celui dont je parlais. Il y a celui-ci aussi, c'est un classique, un Story de Robert McKee. Mmh. Et j'en ai 2 qui sont géniaux, mais qui sont près de mon lit, donc je ne les ai pas à portée de main. Voilà. OK, super. En tout cas, on mettra toutes ces infos, juste en dessous de la vidéo sur YouTube, donc
Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir participé à cette petite capsule de l'art déconfiné. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de belles choses. Surtout, voilà, j'espère que vous allez pouvoir écrire et finir ce deuxième roman que vous êtes en train de travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'espère aussi, c'est compliqué. Bah oui, la période, effectivement se veut compliquée. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très, très bientôt et voilà, plein de bonnes choses pour la suite et merci de nous avoir donné tous vos petits conseils d'ex-confinés. Merci à vous, c'était un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir. À bientôt.